on garde une petite période à la fin pour les questions, mais n'hésitez pas, si vous voulez le mettre dans le chat au fur et à mesure. On va essayer d'y répondre si on peut. Si on n'est pas en mesure d'y répondre, on va essayer de les garder pour la fin. Donc, merci d'être là aujourd'hui, ce webinaire. Là, je suis marqué « Gérer l'incertitude », mais c'est un ancien lien qu'on a récupéré. L'idée, vous l'avez vu, c'est comment réussir une planification stratégique pour un projet de construction majeur. On sait souvent, on entend parler de la réflexion et toutes les études qu'on doit faire en amont, mais souvent, il y a certains professionnels ne savent pas exactement comment s'y prendre. Puis nous, avec le fil du temps chez Stratégia, on a quand même développé des façons d'aborder cette réflexion-là pour s'assurer, premièrement, qu'on fait le meilleur projet possible et que ce projet-là le répond le mieux possible aux besoins des clients. Donc, la petite histoire au niveau de notre implication chez Stratégia commence il y a presque 20 ans. Je vais laisser Arnaud et PO accepter les gens qui s'ajoutent. Donc, on a participé à toutes sortes d'études de faisabilité au fil du temps. Ça fait même les premiers dossiers d'affaires qu'on appelait dans le domaine public sous la gouverne de la politique cadre qui était l'ancêtre de la directive. On a fait certains des premiers projets, des premiers dossiers d'affaires, dont celui pour le PEPS de l'Université Laval, qui était en 2009 ou 2010, je crois. On a travaillé sur des projets comme le Colisée ou l'Amphithéâtre de Québec. On a participé aussi avec la rédaction du dossier d'opportunité pour le projet du nouveau centre hospitalier à Québec, mais aussi toutes sortes de projets aussi hospitaliers à Montréal. On a à cette époque-là aussi participé à ce qu'on appelait des revues diligentes. C'était des mandats qui étaient demandés par le Conseil du Trésor pour, là, je ne dirais pas bonjour à tout le monde qui se joint à nous, mais bienvenue. Donc, on faisait des revues diligentes pour le compte du secrétariat du Conseil du Trésor, justement, sur des grands projets qui étaient au début des années 2010. Et donc, l'idée derrière ces revues diligence-là, c'était vraiment de faire une analyse indépendante par des tiers indépendants, donc une sorte d'audit pour déterminer si, dans les faits, le projet était bien ficelé, s'il tenait la route. Est-ce que le projet était bien planifié? Est-ce que la portée des projets était définie? Est-ce que ça répondait le mieux possible aux besoins exprimés par les organismes publics? On a regardé bien sûr les échéanciers et les coûts. Est-ce que les coûts étaient représentatifs des prix du marché? Est-ce qu'il y avait suffisamment de contingences qui étaient appliquées au projet? Est-ce qu'il y avait des réserves pour risque? Est-ce qu'il y avait un processus de gestion de risque? Donc, toutes les choses qu'on regardait à cette époque-là. Là, depuis ce temps-là, ça ne se fait plus vraiment. Là, ça se fait plus à l'interne du gouvernement, mais à l'époque, on voyait qu'il y avait des tiers parties qui s'impliquaient pour faire ces revues diligentes-là. Au cours des dernières années, on était beaucoup impliqués du côté des écoles, mais aussi pour des projets que j'appellerais des projets spéciaux, des musées. On s'est participé, Arnaud va en parler tout à l'heure, la transformation de certains bâtiments patrimoniaux. On a participé à plusieurs de ces genres de projets-là au cours des dernières années. Fait qu'on va, juste pour vous mettre la table là, sur d'où on vient, pour vous présenter aujourd'hui les facteurs de réussite de la planification stratégique. Donc, je vais présenter mes deux collègues. Donc, Arnaud, qui est associé chez Stratégia depuis maintenant une dizaine d'années, un petit peu plus que 10 ans, qui a commencé chez nous en 2010, justement à travailler sur le projet du PEPS dont je parlais il y a quelques minutes. Donc, Arnaud est vraiment responsable de la gestion de projet de A à Z, donc à partir des études de faisabilité jusqu'à la mise en service. Donc, définir les besoins fait partie de presque son quotidien également. Il était aussi responsable du groupe de facilitation d'ateliers de réflexion collective, donc qui permet de mettre à profit toute l'intelligence collective des parties prenantes sur un projet. Donc il a développer toutes les connaissances, d'habilités pour vraiment faire travailler les parties prenantes ensemble dans des réflexions et de le faire de façon très efficace et structurée dans le but justement d'en arriver à des consensus et des prises de décision qui sont éclairées. Et donc, Arnaud, sur son expertise, c'est beaucoup plus côté domaine public, parapublic. Et j'ai avec moi aussi Pierre-Olivier Leclerc, qui est le directeur adjoint en gestion de projet chez Stratégia Conseil, plus côté secteur industriel, donc PO, il a une longue feuille de route en gestion de projet industriel. Il a une expérience aussi en facilitation d'ateliers de réflexion collective, de réflexion stratégique ou collective avec les parties prenantes. Donc, Arnaud et Pierre-Olivier travaillent ensemble sur des dossiers
dont certains dossiers qu'on a peut-être déjà parlé, là, qui se font en projet pilote par la SQI, en CCP. Et moi, je me présente, Patrick Vallerand. Donc, moi, je travaille depuis 2006 aussi sur des dossiers de réflexion stratégique. J'ai participé à plus d'une dizaine de dossiers d'opportunités, dossiers d'affaires, à la fois dans le domaine public et privé. Et voilà. Donc, sans plus tarder, la présentation va porter sur des éléments, donc l'importance de faire cette planification stratégique, c'est quoi les facteurs de succès qui permettent de faire une bonne réflexion puis d'aboutir justement à définir le meilleur projet possible dans les paramètres de projet qui s'attachent, donc les coûts échéanciers et les risques. On va parler aussi des éléments puis des facteurs de succès qui permettent ça, des leçons apprises. Et on sait que comme vous pouvez l'imaginer, là, on peut mettre beaucoup d'énergie dans la planification des projets, sans parfois aboutir vraiment, d'une part, à des solutions qui sont optimales. Parce qu'on peut être à côté du X, parce que quand on arrive sur notre X, ça veut dire qu'on a défini le meilleur projet possible qui répond le mieux possible aux besoins. Mais ça peut arriver qu'en cours de route, on n'arrive pas exactement sur ce X-là. Donc, ça, c'est un des risques d'une mauvaise planification stratégique. Et l'autre, c'est de ne pas arriver à un consensus aussi, qui peut aussi faire déraper un projet. Quand on arrive à un consensus, on sait que tout le monde est d'accord sur la solution qui est optimale. Et donc, on peut aller de l'avant avec ce projet-là sans sentir que le projet va déraper. Donc, je vais commencer à poser mes questions. Arnaud, qui a participé à la transformation de nombreux projets patrimoniaux. Notamment, on a travaillé ensemble sur le projet du monastère des Augustines, de fait plusieurs transformations de théâtre, par exemple. Tu travailles présentement sur la réflexion d'un projet mythique, là, qui est le projet de la maison d'enfance de René Lévesque. Donc, tu participes présentement aussi à un projet majeur qui est un projet pour reconvertir un ancien site patrimonial industriel en musée et autres fonctions. Donc, la notion de planification stratégique est souvent nébuleuse pour la plupart des gens. On pense que c'est un peu, on parle de choses sans vraiment dire les vraies choses. Lorsqu'on parle de planification stratégique, on parle vraiment de quoi selon toi? En d'autres mots, quelles sont les questions que vous vous posez, toi et ton client, que vous devez absolument répondre pour s'assurer que vous avez un projet qui est bien attaché? Parfait. La première grande question qu'il faut se poser, puis elle n'est pas toujours facile à répondre, c'est ça va être quoi l'usage du bâtiment? C'est quoi les réels besoins? Qu'est-ce qu'on veut faire réellement? Puis là, quand je parle de ça, c'est pas juste il nous faut une toilette, il nous faut un bureau. C'est quoi la fonction? À quoi va servir ça? Le projet auquel on est en train de réfléchir. Alors, la meilleure façon de répondre à ces besoins-là, c'est vraiment de s'asseoir, de mettre autour d'une table les bonnes personnes. Donc, il va avoir les clients, il peut avoir les gens de la communauté, il peut avoir les partenaires financiers, il peut avoir, bref, diverses personnes autour de la table. L'idée, c'est de les faire réfléchir ensemble à la vision du projet, aux objectifs à atteindre. Ça, c'est vraiment crucial, à mon avis, pour être certain qu'on fasse le bon projet. Donc, à mon avis, c'est la première étape là, de vraiment définir ce qu'il faut pour ça. L'exemple que tu donnais du musée qu'on est en train de planifier, ça a été un bon exemple parce que c'est un musée sur un territoire anciennement autochtone. Et puis, on voulait, en le planifiant, s'assurer que l'enjeu autochtone est adressé. On voulait s'assurer que la collectivité elle soit à l'aise avec qu'est-ce qu'on va faire avec ce bâtiment-là. Euh, Comme on était dans le milieu culturel, on voulait aussi que le- le ministère de la Culture est à l'aise avec l'orientation qui est prise. Fait qu'on a fait des rencontres, des ateliers planifiés, un peu en mode PCI, là, planification, processus de conception intégré, dans lequel on a réfléchi à des enjeux, puis qu'est-ce qu'il faut discuter, qu'est-ce qu'il faut avoir. Puis toutes ces discussions-là ont amené des réflexions intéressantes, puis en même temps ont permis de transformer un peu la vision qu'avait le client initialement. Donc, on intègre une partie, mettons, qu'on parlait des premiers peuples, finalement, on va avoir des espaces dédiés à eux autres dans le bâtiment.
On va avoir des ateliers pour eux. On va finalement intégrer des galeries d'art aussi en consultant la communauté, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin là. Donc, en ayant toutes ces discussions-là, on se rend compte que finalement, le client, il avait un bâtiment peut-être trop grand pour lui à la base. Puis là, finalement, en consultant tout le monde, on rapatrie des éléments. Ça va aider au financement parce qu'on va être plusieurs à le financer. On va avoir quelque chose qui va avoir de meilleure qualité. Fait que ça, c'est la première étape, là. Consulter pour être sûr qu'on fait la bonne chose, donc faire le bon édifice au bon endroit pour les bons usages. C'est le point le plus important. Puis toutes ces réflexions-là vont amener des choses, vont amener des enjeux, des risques. Est-ce qu'il faut qu'on valide quelque chose au niveau technique? Est-ce qu'il faut qu'on fasse des études de plus? Donc, juste démarrer ces étapes-là, ça va permettre de consolider là, la démarche de faisabilité pour s'assurer que ce qu'on veut faire à l'autre bout va être réalisable. Parfait. Toi, donc, ce que je comprends, c'est que toutes ces grandes questions-là qu'on se pose, ça ne vient pas tout seul. Il y a un processus derrière ça qui permette Ouais. d'aborder ces questions-là. Ce n'est pas des questions qui nous arrivent de l'univers, c'est des questions qu'on a déjà imaginées, tenté de réfléchir, qu'on n'avait pas Ouais. toutes les réponses. Puis là, c'est quoi la méthode ou la technique? C'est sous forme de quoi que ça prend ces genres de discussions-là qui nous amènent à arriver à des solutions? Ben, en fait, la bonne démarche, c'est de monter ce qu'on appelle un comité de pilotage, donc un groupe de personnes proches du projet qui, eux, vont se poser des enjeux. Est-ce qu'il y a quelques enjeux quelconques à clarifier? Et puis ensemble, on valide. Ben, ce serait bien de regrouper les gens pour la vision, qu'on ait telle personne, telle communauté, tel groupe. Donc, tu sais, le comité de pilotage, il va planifier la démarche de réflexion. Et puis, ensemble, à chacun des ateliers, ben là, on va pouvoir se poser les questions. Puis, c'est possible aussi que dans les ateliers, il y ait d'autres enjeux qui sortent, puis c'est parfait. On va les redresser au comité de pilotage, puis probablement qu'il y a d'autres rencontres qui vont avoir lieu, peut-être avec d'autres groupes de personnes. Mais ça va nous permettre de vraiment structurer le tout, puis d'être sûr qu'on n'ait pas trop d'angle mort dans le dossier. Parfait. Le mot angle mort, c'est ce qu'on essaie d'éviter. Donc, on comprend. Merci Arnaud. Donc, on comprend bien le pourquoi qu'on doit le faire, là, parce qu'on doit justement éviter tous ces risques-là ou ces angles morts. Donc, toi, de ton côté, PO, c'est quoi les facteurs de succès dans ton expérience, là, tes 15 ans de métier? Quels sont les facteurs de succès que tu vois pour une planification qui est bien réfléchie et bien aboutie? Oui, ben en fait, Arnaud l'a abordé un petit peu, on en a parlé, mais si on peut les isoler, les facteurs clés, premièrement, il y a vraiment prendre le temps en début de projet là, pour bien réfléchir aux bases du projet, définir c'est quoi le besoin. Même si si on met quelques mois de plus là, en démarrage de projet là, pour vraiment faire s'assurer qu'on a fait les études, identifier les options possibles, les analyser. Même si on retarde un peu le démarrage de la conception, par exemple, ben, au final, un projet qui est mieux planifié a plus de chances de se réaliser dans les temps, dans l'échéancier qui est identifié là, en début de projet. Donc ça, c'est une première chose. Les parties prenantes, Arnaud, tu l'as bien nommé, c'est important de les impliquer tôt dans le processus pour avoir vraiment leur vision, connaître leurs besoins. Quand on parle de parties prenantes, on parle évidemment là, du client, des professionnels, mais également l'entrepreneur et les usagers peuvent être invités. Là, quand on parle d'usagers, on parle des gens qui vont utiliser un bâtiment, par exemple, dans le cadre de projets publics. On a fait des ateliers PCI là, dans le cadre d'écoles, dans le cadre d'hôpitaux. Puis j'ai déjà vu des patientes venir dans les ateliers pour avoir leur réalité, comprendre c'est quoi les difficultés qu'ils ont au jour le jour là, à venir en termes d'accès, par exemple, à l'hôpital. Puis on peut trouver ensemble des solutions pour répondre à ces difficultés-là, ces besoins-là. L'entrepreneur également a peut-être une vision de constructibilité là, comment je peux dire, qui va aider à optimiser la méthode de construction. Puis, ça va permettre, dans le fond, de mieux définir le projet là, qui va bien répondre aux besoins. Donc, ça, c'est important. Et puis, c'est aussi d'avoir une flexibilité, une ouverture.
Donc, on arrive peut-être dans le projet avec une idée préconçue. Le client souvent va avoir un peu la solution privilégiée. Par contre, en analysant les options, en faisant une réflexion commune, bien, on peut peut-être identifier des alternatives qui, au final, vont être soit moins coûteuses, qui vont se réaliser dans des temps plus optimaux ou qui vont mieux répondre aux besoins, là, où on va aller chercher de la qualité, de la valeur là, dans notre projet. Donc, de garder un esprit d'ouverture, bien, ça peut permettre des opportunités comme ça, là. Est-ce que tu l'as vécu, toi? Tu dis que présentement, tu travailles sur un projet, on ne peut pas le nommer, mais un projet industriel quand même hautement stratégique pour notre client, là, dans le cœur des opérations. Donc, quand tu parles des parties prenantes, dans ce cas-ci, tu parles aussi des gens qui opèrent à tous les jours et aussi la direction Exact. qui ont des objectifs de ne pas arrêter la production. Donc, on doit trouver des solutions à l'intérieur de ces Mhm. paramètres-là. Ben, tout à fait. Puis, en fait, c'est de mettre en relation. Ben, en fait, l'entrepreneur va avoir une tâche à faire, puis l'opération a une réalité aussi. Il y a des opérations quotidiennes, puis là, il y a une coactivité qui va se former dans le cadre de ce projet-là. Puis il y a des risques, effectivement, en santé et sécurité notamment, Mhm. puis des enjeux d'échéancier. Donc, tout ça est adressé dès la planification. Puis on peut mettre en place justement des méthodes de travail, de la mitigation de risques là, qui vont nous permettre de dérisquer le projet, puis d'arriver C'est à nos bien. fins. Mhm. J'aime bien le terme dérisqué. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose que tu as inventé ou ça, Non, ça non, existe? j'ai, OK. j'ai pas de droit d'auteur Tu n'as là-dessus, pas de là. droit d'auteur? C'est un terme qu'on a utilisé dans le cadre OK. Parfait. C'est bon. Donc, après tout ça, donc les décideurs, peu importe lesquels, là, s'attendent à ce que leurs conseillers là, qui élaborent le projet suivent un processus décisionnel qui est établi, ce qui explique bien. Donc, ça nécessite évidemment de documenter documenter le processus et documenter aussi les solutions qu'on va mettre l'avant et l'ensemble des paramètres pour lorsqu'ils prennent connaissance de ce document, ils comprennent d'où vient la décision de faire les choses peut-être d'une certaine façon versus d'autres. Donc, c'est quoi, selon toi, l'importance de ce livrable-là, de produire finalement un document qui va permettre de la prise de décision par les décideurs? Ben, c'est très important. Puis, je vais parler pour le cadre industriel. Là, le terme qui est utilisé, c'est le FEL 1, 2, 3 et 4. Dans le fond, c'est les rapports de faisabilité. En fait, il y a énormément de travail qui est fait en amont là, de ce livrable-là. Donc, on parlait évidemment des études. Il peut y avoir, il y a un estimé des coûts, l'échéancier, qui sont des intrants. Il peut y avoir des ateliers justement collaboratifs qui vont permettre là, de vérifier la constructibilité, etc. Puis en fait, notre travail, nous, c'est vraiment de synthétiser l'information et de présenter aux décideurs, puis démontrer, dans le fond, que le projet a vraiment été réfléchi là, de A à Z, que les options ont été analysées, que le projet est réaliste dans des objectifs là, de coût échéancier et qualité. Puis voilà, puis dans le fond, ce document-là va servir effectivement aux décideurs là, pour prendre la bonne décision. Parfait. C'est un Arnaud, est-ce que peu, tu... Oui, c'est un vas-y. peu la même chose dans le domaine public, public, parapublic. On n'appelle pas ça FEL, mais on a soit des rapports de faisabilité ou des PFT ou des analyses immobilières, ce genre de choses. Donc, c'est des documents qui vont regrouper l'ensemble des études qui sont disponibles ou qui ont été faites et sur lesquelles s'appuient les décisions ou les recommandations qui sont faites par rapport à tel scénario ou tel type de choses qu'on veut aller de l'avant. Alors, l'idée, c'est vraiment de documenter le tout pour que la décision elle soit claire, documentée. Si on doit y revenir quelques mois plus tard parce que le projet est mis sur la glace, parce que le gouvernement coupe des budgets ou dit on met certains types de projets sur la glace, Ça ben, n'arrive pas, ça. au, au moins c'est documenté. Puis on se souvient de pourquoi cette décision elle a été prise, surtout que des fois aussi avec le changement, le roulement de personnel qu'il peut y avoir dans certaines organisations, ben, l'idée c'est que la documentation soit faite pour qu'on ait la traçabilité de la décision assez facilement. Donc, c'est intéressant. Et le processus de décision qui se prend en cours d'atelier, là, vous avez des outils. Puis là, je pense qu'il y avait une question qui est venue de Mme Hamel, là, de la Ville de Québec, qui parlait, c'est quoi les outils qu'on utilise pour documenter ou récolter toutes ces informations-là?
Est-ce que vous avez quelque chose qui vous vient en tête, là? C'est c'est plutôt dans le processus où on rassemble tout le monde? Ben, on Ben, voyait. Ah, vas-y, Arnaud. là, ben, je commence, puis vas-y, tu me poursuivras. Effectivement, moi, je pense que toutes ces études-là qui sont faites, faut qu'elles soient discutées en atelier. Pas forcément dans les détails, mais au moins que les participants en comprennent les grandes lignes pour qu'on soit capable, quand on discute d'options ou d'éléments, qu'on ait la vision globale de ce qui s'est fait comme étude sur le dossier. Donc, quand on planifie des ateliers, on pense à inviter les gens qui ont participé à certaines études ou qui ont les conclusions de certaines autres pour être capable d'en échanger puis de comprendre la portée de ces études-là. Évidemment, on ne veut pas lire le rapport de 50 pages ou de 250 pages qu'on peut avoir sur certaines études, mais on veut comprendre les conclusions, les recommandations qui sont faites pour être en mesure de dire, regarde, cette option-là ou cette orientation-là est peut-être pas la bonne en vue de cette étude, mais au moins tout le monde peut en discuter. Donc, je pense que l'atelier, c'est la bonne tribune pour mettre au courant tout le monde des informations, des études qui ont été faites, des différents rapports qui ont été produits. Par contre, le livrable est le bon médium pour documenter puis conserver la traçabilité de toutes les études qui ont été faites. Mhm. Parfait. Oui, PO, tu as quelque chose à ajouter? Ben, Arnaud a bien résumé ma pensée, mais si je peux rajouter, dans le fond, c'est que ben, non seulement les rapports vont servir aux décideurs, mais également les ressources qui sont impliquées dans le projet, créer des étapes. En fait, en prenant connaissance de cette réflexion-là, de ces études-là qui ont été faites, puis pourquoi qu'on a pris une certaine orientation, ben, de le comprendre, ça va aider à l'adhésion au projet. Là. En fait, de comprendre qu'il y a une réflexion qui a été faite, puis que l'option choisie ben, est la meilleure, ben, on adhère, puis on On se lance. comprend pourquoi. Exact. Parfait. Donc, une autre grande question qui me tracasse toujours, mais compte tenu de l'importance dans cet exercice fondamental là, à la prise de décision, quelle est l'importance, selon vous, de l'impartialité du processus? Donc, à quel point est-il important de s'assurer d'éviter tout biais et surtout des biais optimistes, là, parce que souvent, quand on veut faire un projet, on est optimiste, on entreprend quelque chose, il faut avoir un minimum d'optimisme, mais il faut quand même être réaliste, surtout pour que les décideurs puissent comprendre et prendre les décisions éclairées. Donc, PO, qu'est-ce que tu aurais des commentaires Ben, en là-dessus? fait, c'est primordial. Puis en fait, l'exercice vise évidemment à faire une analyse qui est impartiale là, de la situation. Puis des fois, c'est pas. Puis en fait, d'avoir la vision 360, d'inviter les parties prenantes, différentes parties prenantes, bien, ça aide à cette impartialité-là. Puis également, si on a des outils là, qui sont faits en atelier PCI, par exemple, l'analyse multicritère, où on va vraiment isoler différents facteurs qu'on va analyser de façon isolée pour lui donner des poids à certains différentes pondérations, si on veut, là, aux éléments qui sont plus cruciaux là, dans le cadre du projet. Puis là, on arrive avec un résultat qui est plus, je dirais impartial, mais je cherche mon mot, là, mais qui est... qui est juste, on pourrait dire le oui, mot c'est ça. juste. Exact. Dans lequel il y a un consensus, parce que ça se fait surtout aussi en équipe. Donc, au-delà du fait que le fait de le faire en équipe, puis que tout le monde apporte son point de vue, c'est qu'on trouve le X, on trouve le point où il y a un consensus sur c'est quoi le projet et comment on va le faire. Arnaud, peut-être quelque chose à ajouter? Non, ben la seule chose que je voulais dire, c'est effectivement les gens qui pensent les projets initialement sont optimistes, puis tant mieux, on veut des optimistes, sinon les projets se réaliseraient probablement pas. Donc, on en veut des personnes qui ont cette vision-là, puis même en tant que gestionnaire de projet, je pense qu'on se doit d'être optimiste tout le temps. Mais c'est bien d'avoir le penchant aussi d'aller équilibrer, puis d'aller valider tous les choses négatives qui pourraient arriver par des analyses de risque, par exemple, par des études de coûts, par des analyses aussi d'échéanciers. On veut être sûr que quand on plonge dans un projet, parce qu'on s'entend que l'étude de faisabilité, c'est souvent des sommes minimales qui sont investies dans cette période-là. Mais il faut quand même l'optimiser, s'assurer qu'on les utilise à bon escient pour que quand on prend la décision puis qu'on est prêt à investir des plus gros montants, ben, on les prend en connaissance de cause. On ne veut pas foncer droit dans un mur, donc on va être sûr qu'on
qu'on ait réfléchi au bon projet, qu'on a le bon target, la bonne cible, qu'on se met pas d'œillères puis qu'on dit oui, il y a des risques, mais on On les les a minimise. analysés, on les minimise, on en est conscient qu'il peut y avoir ci, on est conscient qu'il pourrait ça, qu'il pourrait se passer. Ça va rassurer aussi les décideurs, tout ça, de se dire, regarde, ils n'ont pas foncé la tête droit devant sans rien regarder. Ils ont analysé, ils savent qu'il y a des enjeux, ils savent qu'il y a des problématiques potentielles, ils ont mis des choses en place, il y a une structure qui est mise en place pour contrôler, puis fait que ça me rassure en tant que dirigeant. Si on me dit, fais ce projet-là, il n'y a aucun risque, ben, je ne te crois pas. C'est sûr qu'il y en a, mais que tu me dises, il y en a, je les ai évalués, si ça arrive, je vais faire ça, ben, c'est rassurant qu'il y a déjà des mesures qui sont mises en place pour, pour contrôler puis pour empêcher des choses, là. Et qu'il y a eu des options qui ont été analysées, puis ont été discartées pour X raisons. Montrer qu'il y a eu un tour, on parle de la vision 360, là, mais c'est ça que c'est 360 de la partie des parties prenantes, mais c'est 360 au niveau des différents aspects du projet aussi. Oui, oui. Donc, c'est très bien, merci. Donc, Arnaud, si tu peux, je sais qu'on a travaillé ensemble sur un projet, tu vas en parler un petit peu, là, le projet du monastère, parce que c'est un projet vraiment intéressant et fascinant pour moi parce que c'est un projet qui était, oui, subventionné par le public, ce qui arrive souvent dans le cas de projets dans lesquels on travaille. Mais le but de ce projet-là, c'était qu'il s'autofinance par la suite. Ce qui veut dire que ce patrimoine, c'est un monastère qui date de 350 ans. Et pour entretenir cette infrastructure merveilleuse qui est dans le site de l'UNESCO du Vieux-Québec, mais il y avait une entente qu'on finance, mais après, on ne veut plus mettre de l'argent dans ce projet-là. On veut que le projet s'autofinance, donc génère des revenus pour pouvoir. Donc, parle-nous-en un peu de ce projet-là, puis les conseils que tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent là, sur comment. Oui. Parfait. Ben, moi, je trouve que déjà, premièrement, c'était un bon modèle de dire que le gouvernement a eu, de dire on va financer une grosse partie du projet. Par contre, débrouillez-vous par la suite pour générer des revenus puis vous en occuper. On comprend que le patrimoine, ça coûte excessivement cher à entretenir. Fait que là, le gouvernement a fait l'effort d'investir des sommes conséquentes dans le monastère des Augustines de Québec. C'est parfait, et avec un objectif de ne pas revenir plus tard. Puis ça aussi, c'est parfait. Ça nous fait juste nous forcer en tant qu'équipe, gestionnaire de projet, mes clients et l'ensemble, à dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour générer ces revenus. Donc ça a été généré dans les premiers ateliers, là, comme je disais au début, de faire des ateliers PCI où on réfléchit aux besoins, aux objectifs et aux axes de réflexion. Mais ça, c'est des choses qui sont apparues de dire, pour que le projet soit autonome, il faut générer des revenus. Qu'est-ce qui génère des revenus dans le projet? Ça va être la partie hébergement, puisqu'on va louer des chambres. OK, parfait. La partie boutique, il y a un musée, donc il y a une petite boutique, ça va rapporter des revenus. Excellent. Puis là, dans la réflexion qu'on a eue ensemble, il est arrivé le fait que si les gens sont hébergés sur place, il faut les nourrir. On pourrait générer de revenus à les nourrir. Il n'y avait pas de restaurant de planifié dans le projet. La réflexion est apparue de dire, est-ce qu'il y aurait un concept à développer de santé globale qui faisait partie du projet, de dire, regarde, on vient, on héberge les gens pour qu'ils s'occupent des malades, on les aide à se ressourcer, puis en même temps, on leur fournit de la nourriture saine. Fait qu'on crée tout un concept. Fait que ça a vraiment beaucoup plu, l'idée à la fois à la communauté religieuse, à la fois à la fiducie, à l'ensemble des parties prenantes, et est apparu dans ce projet-là, en étude de faisabilité tout au début, d'ajouter du contenu. Donc, ce n'est pas une idée qui vient réduire le coût, c'est une idée qui vient ajouter quelque chose, mais qui a été bénéfique pour l'objectif final de rendre quelque chose autonome financièrement. Et aujourd'hui, on a livré le projet en 2015, ça fait 10 ans. Le monastère existe toujours, roule toujours, fonctionne bien, et même s'autofinance, est reconnu même à l'international. Donc, on voit que la pensée en arrière de ça a fonctionné. Donc, et je pense que ça a rassuré les décideurs, cette idée-là. Oui, il fallait rajouter un montant au projet, mais ça a permis
sans aucun doute, d'atteindre le succès que ça a aujourd'hui. Sans parler de value engineering, d'analyse de valeur, on est un petit peu dans cet esprit-là. Là. Là, tu donnes un exemple, là, c'est quelque chose qui coûte quelque chose, mais qui ajoute de la valeur. Exact. Donc, à quel point ça ajoute de la valeur, c'est la grande question. Puis, ça permet de prendre cette décision-là de oui ou non, on l'intègre ou non dans le projet. Exactement. Théo, de ton côté, toi, aurais-tu quelque chose à partager, un conseil en termes de leçons apprises? Oui, moi, j'ai vraiment une leçon apprise sur un projet où j'ai été... en fait, je ne peux pas dire beaucoup d'informations sur le client. C'est un projet confidentiel, mais ce que je peux dire, c'est l'installation d'une cage de Faraday. Donc ça, c'est une salle qui brouille les ondes cellulaires. Puis en fait, c'était utilisé là, pour la protection des données. Puis moi, j'ai été impliqué vraiment là, au niveau à l'étape de réalisation. Donc, je n'avais pas été impliqué là, en planification, conception. Puis, en fait, dans le fond, il y a des services qui rentrent dans cette salle-là, qui sont évidemment là, de l'électricité, de la ventilation, de la tuyauterie là, pour protection incendie, puis de la communication. Puis chaque fil qui traverse le mur, la paroi, devait passer par un filtre qui va servir à brouiller les ondes. Puis en fait, on s'est rendu compte en réalisation que les équipements qui étaient fournis par les sous-traitants et des différentes disciplines, puis les filtres qui étaient prévus par le fournisseur de la cage Faraday n'étaient pas compatibles. Donc, soit ce n'étaient pas les bons filtres ou soit ils étaient en nombre insuffisant. Puis ça, c'est des équipements qui ne s'achètent pas à la quincaillerie. Là. Donc, il faut... on a eu un problème d'approvisionnement pour avoir les équipements adéquats, puis ça a fait que l'échéancier a glissé. Donc, une leçon apprise, c'est que si on avait mieux planifié, si on avait identifié ce risque-là, parce que probablement qu'il n'avait pas été identifié, si on avait mis en relation les parties prenantes plus tôt dans le processus, les sous-traitants, les fournisseurs d'équipements, le fournisseur de la cage, peut-être qu'on aurait été capable d'identifier ces enjeux-là puis de mieux les planifier l'approvisionnement. Puis en chantier, on n'aurait pas eu ces délais-là. On aurait pu livrer le projet probablement dans les délais. Là. Puis donc voilà pour une leçon apprise. Puis sinon, je dirais qu'en règle générale, là, dans les projets industriels, il y a plusieurs permis, autorisations qu'on doit aller chercher là, au niveau des instances gouvernementales, que ce soit certificat d'autorisation, enregistrement des réseaux sous pression. Des fois, c'est des demandes qui peuvent prendre quelques mois là, à être approuvées. Si ce n'est pas planifié d'avance, on risque d'avoir un projet qui est construit, mais qu'on ne peut pas opérer. Puis c'est la même chose pour les équipements là, qui sont longs de livraison. Parfois, on peut parler de plusieurs mois, voire années là, en termes de délai de livraison. Puis ça, ces délais-là peuvent être sont modulables là, avec différents facteurs, là, que ce soit la rareté de l'équipement, la complexité, même le marché mondial, le nombre de concurrents, des fournisseurs, ça, c'est des choses qui peuvent influencer les délais. Puis, dans le fond, en planification stratégique, on peut les analyser, on peut déterminer lesquels sont plus longs de livraison, puis on peut prioriser des achats là, pour que ça arrive au chantier au moment opportun pour l'installation. C'est la même chose pour les ressources. Les projets industriels, souvent, c'est en région éloignée. Donc, il y a des bassins de main-d'œuvre qui ne sont pas nécessairement disponibles. Ça dépend aussi des autres projets en cours. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut mieux planifier quand on fait une bonne planification. Arnaud, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Je sens que tu as quelque chose à ajouter, non? Non, je n'ai pas. J'ai écouté PO. Tu es attentif? Oui, c'est ça. C'est bon. Écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour. On veut laisser suffisamment de temps. Je sais qu'on est sur l'heure du lunch, donc on va terminer, bien sûr, avant 13 heures pour vous laisser à vos activités. Et donc, si on résume, ce que j'en comprends, c'est que c'est une réflexion stratégique, c'est un processus qui doit être bien établi. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on se lance là-dedans à l'improviste. Il faut le planifier. Ça doit être méthodique, organisé pour aborder des thèmes qu'on veut aborder pour définir le mieux possible le meilleur projet. Et dans le cadre des paramètres qu'on établit, échéancier, coûts et risques, tout ça.
Il y a aussi le volet de s'assurer que toutes les bonnes, on est des humains, c'est les humains qui développent un projet, puis on le développe ensemble. Donc, c'est s'assurer qu'on a toutes les bonnes parties prenantes sur le projet, impliquées dans le projet pour des prises de décision tout au long. Donc, les avoir au bon moment dans le projet. Tout le monde n'a pas besoin d'être impliqué tout le temps dans chacune des discussions, mais on doit les avoir à certains moments critiques pour qu'ils puissent donné leur vision. Donc, on a parlé tout à l'heure de vision 360 là, au niveau des parties. Puis de pouvoir s'assurer que quand on présente un dossier, donc on parlait aussi de documentation aux décideurs, on s'assure que toutes les bases ont été couvertes, que ça démontre que le document qu'on produit, que ce soit un dossier d'opportunité, un dossier d'affaires, un FL3, un FL2 dans le domaine industriel, que la personne qui lit ce document-là comprend que tout a été épluché, qu'on a regardé le projet sur toutes ses angles, toutes les options possibles ont été évaluées, certaines options discartées, évidemment l'option qu'on retient est retenue et pourquoi qu'on la retient. Ça, c'est des grandes choses qu'on a discutées aujourd'hui. Je ne sais pas si Arnaud et Pierre-Olivier, vous avez d'autres choses, peut-être dans mon angle mort à moi, aujourd'hui, à ce midi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me... Non, je pense que tu as bien résumé, effectivement, les choses importantes qu'il faut penser là. C'est bon. Donc, si vous permettez, on peut, si vous avez des questions, je sais qu'on a déjà répondu, puisque d'abord, on vous avait envoyé un petit message il y a une semaine ou deux, je ne sais pas, pour voir si vous avez des questions. Donc, on a déjà répondu à une question de Mme Hamel par rapport à la documentation. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Et je comprends qu'on est sur le vif, peut-être que vous ne l'avez pas, mais si vous avez des questions, vous pouvez lever la main ou simplement l'écrire dans le chat, puis on va faire du mieux possible pour vous répondre. S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de problème aussi. Vous pouvez toujours communiquer avec nous à tout moment. Vous avez nos coordonnées, que ce soit Pierre-Olivier, Arnaud ou moi, puis on va vous répondre dans les plus brefs délais. Est-ce que quelque chose qui pourrait être éclairci davantage par rapport à ça, par rapport à notre présentation? Non, je l'ai manqué, mais Ah. j'avais envoyé un mail. Ah, on ne l'a peut-être pas vu, mais Jean-Marc, vas-y, si tu as un commentaire ou une question. Vous adressez les emails à mon adresse personnelle. Ah. Et pas ça, j'ai demandé de les envoyer à l'ordinateur de Stratégia. OK. Comme ça, je les vois. On va corriger ça. Oui. On va corriger ça. Merci, Jean-Marc. Frédéric qui fait ça aussi. Parfait. C'est bon. Merci, on va organiser ça. Comme ça, j'étais en réunion tantôt avec Frédéric, là, puis mais je ne savais pas quand cette réunion-là était pour avoir lieu. OK. C'est ça. Je pense ça avait été communiqué à 12h10. Ouais, la semaine passée. Oui. Ouais, donc, Jean-Marc, une question qu'il a posée, je vais la poser. Donc, pour messieurs Arnaud et Pierre-Olivier, donc, avez-vous des formulaires d'outils d'analyse de parties prenantes, exemple, matrice, intérêt, influence? La réponse est oui. Oui, on utilise ce genre d'outils. On fait généralement ça dans le début de nos projets. On va monter un petit comité d'analyse des parties prenantes pour être capable de savoir à qui il faut absolument parler, qui il faut adresser. Ça ne sert pas juste à déterminer les besoins, là, ça sert aussi à déterminer le niveau de reddition de compte, à qui on doit parler. Donc, effectivement, on a ce genre d'outils-là pour identifier ça, oui. Mais ce n'est pas très sorcier, là, ces outils-là. Là. Je pense que le parti difficile, ce n'est pas l'outil en tant que tel, c'est de s'assurer qu'on a identifié tous les parties prenantes. Ça, c'est probablement le plus gros défi. Oui. Puis de faire le suivi également. Et de faire le suivi, effectivement. Bien de les identifier, puis de bien les évaluer. D'être sûr qu'on ne se trompe pas dans l'évaluation d'intérêt, influence. Là. Tout à fait. Qui a les sous, qui a l'échéancier, qui a les dates. Exactement. Qui peut influencer positivement ou négativement le projet. C'est un peu ça. Là. Qui peut mettre des bâtons dans les roues, qui peut faciliter. Qui est un partenaire, qui est un collaborateur, qui est une personne qui va être
Exact. qui a son mot à dire sur l'ingénierie. Le mot final qui va départager si on achète un équipement plus qu'un autre. Ça, c'est un bon point. Donc, on peut revenir sur les rôles et responsabilités de chacun. Là. Ça peut-être tombe un petit peu là-dedans, la fameuse matrice RACI. Là. Ça, c'est aussi important. Là. Qui approuve quoi dans un processus décisionnel? Puis, c'est jamais une personne. C'est plusieurs groupes qui ont chacun leur volet. On le voit surtout dans le domaine industriel, là, parce qu'il y a plusieurs groupes. Exact. C'est bon? Excellent. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. A priori, non. Donc la vie est belle. Donc, l'enregistrement, pour ceux qui se sont inscrits, vous allez recevoir l'enregistrement. Donc, vous pourriez la réécouter plusieurs fois si vous voulez. Si ça vous intéresse. Encore, je vous répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous communiquer avec nous. On va vous répondre le plus rapidement possible. Donc, on vous remercie beaucoup. Merci, messieurs, d'avoir joué le jeu, de partager vos connaissances. Merci Jean-Marc aussi. Patrick, oui, d'avoir bien animé. Merci à tout le monde d'avoir assisté. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce midi. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci Eric. Au revoir. Au revoir. Bye.